Merci à vous tous d'être là, à vous toutes et à vous tous. J'ai tendance à utiliser le masculin comme un neutre et par conséquent à laisser le féminin un peu de côté, mais je vais m'efforcer de rester dans l'air du temps. Et donc merci d'être là. Nous sommes nombreux aujourd'hui ici. Vraiment, je suis ravi que nous nous retrouvions aussi nombreux aujourd'hui. Notez quand même aussi que nous sommes en relation directe avec un nombre considérable d'enseignants au Maroc, en Éthiopie, en Italie et en Espagne, et évidemment en France, des gens qui n'ont pas pu venir et qui se sont connectés. Ce succès de la connexion à distance n'a finalement pas nui au fait que vous soyez là tous aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais introduire ce sujet. Nous avons choisi, comme tu l'as dit Laurent, de traiter la question des inégalités et de la façon dont l'école de la République peut se dresser contre ces inégalités. C'est un défi considérable. Et donc je vais commencer par vous dire ma position par rapport à ce problème majeur que mes camarades et mes amis, mes collègues développeront chacun dans sa discipline, chacun dans sa spécialité. Éric Charbonnier, Boris Cyrulnik, Pierre Péroze, chacun dira ce qu'il a à dire là-dessus, et nous aurons André Tricot en vidéo, en visio, parce qu'il rentrait d'Australie et ne pouvait pas être là aujourd'hui. Christine Rouchon vous donnera un exemple pratique, précis, de ce que l'on peut faire pour essayer de réduire les inégalités scolaires, notamment dans le 19e arrondissement de Paris avec le programme DEFI. L'accroissement constant des inégalités, et il est intéressant de voir qu'aujourd'hui même sortent les résultats de l'OCDE concernant les inégalités et qu'elles ne sont pas en régression, c'est le moins qu'on puisse dire. Les résultats en mathématiques sont extrêmement faibles. En français, ça n'est pas bien meilleur qu'avant, mais je laisse le soin à Éric de vous en dire plus et mieux sur le sujet. L'accroissement constant des inégalités scolaires dénonce une désertion politique, un renoncement pédagogique et nous fait courir un risque social majeur. Ce sont les 3 points sur lesquels je voudrais insister en amont de ce colloque ou à l'ouverture de ce colloque. Renoncer à forcer le destin des enfants fragiles, qui devrait être la mission majeure de l'école de la République, renoncer à forcer le destin des enfants fragiles est une désertion politique. Chaque nouveau ministre promet régulièrement la métamorphose de l'école au service d'une plus grande égalité des chances. Aucun d'eux, lors de sa prise de fonction, n'a cependant le courage de dire « Je ne verrai certainement pas, ni en tant que responsable, ni peut-être en tant qu'être vivant, les effets de mes décisions. » Et il devrait ajouter « C'est ce qui fait la beauté de la mission à laquelle j'aspire. » Mais dans ce monde où seul compte l'image fabriquée, comment espérer que se lève un responsable politique qui comprenne que les changements qui comptent en matière d'éducation et de culture s'inscrivent sur plusieurs générations? Ils sont bien trop avides de faire voir et de se faire voir
pour avoir un peu de discernement et de patience. Et pourtant, croire que dans le domaine de l'éducation notamment, il serait possible de décréter le changement de manière immédiate, cette illusion-là est pire qu'une erreur, c'est une faute. Ils ignorent, quelle que soit leur couleur politique, que la métamorphose de l'école, pour la rendre capable de forcer justement le destin des enfants fragiles, ne se décrète pas. Cela ne peut se construire qu'avec patience, volonté, courage et sur le temps long. Notre éphémère ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, est l'exemple même de ces jeunes hommes politiques impatients qui croient et veulent nous faire croire au remède miracle. Dès son arrivée au Grenelle, il pointa du doigt, fort justement d'ailleurs, la question douloureuse posée par l'importance croissante des inégalités de performance entre les élèves. Par contre, la solution qu'il proposa, créer des groupes de niveau, était aussi inefficace que dangereuse. En mettant les bons avec les bons, les médiocres avec les médiocres, il prenait en effet le risque de créer une école à deux vitesses. Les plus fragiles, cantonnés dans un entre-soi délétère, verraient leurs ambitions cognitives ratiboisées et leurs perspectives sociales rabaissées. Quant aux meilleurs, rien n'indique, d'après les résultats des recherches récentes, qu'ils auraient bénéficié d'une telle sélection. Fort heureusement, les sirènes de la politique l'attirèrent vers un destin infiniment plus noble que celui promis par l'éducation nationale. On oublia donc sa solution, mais on enterra aussi le problème. Une école digne de ce nom, une école républicaine, doit avoir pour tous ses élèves, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur langue maternelle, les mêmes ambitions cognitives. Il est hors de question qu'une école qui se veut et qui se dit inclusive accepte que certains de ses élèves voient leur destin intellectuel et social limité, tronqué, rétréci, sous prétexte qu'ils n'ont pas acquis la même maîtrise du français que les autres ou qu'ils n'ont pas eu droit au même nourrissage culturel. Que nous en rabattions, sous prétexte d'exogénéité linguistique et culturelle, sur la nécessité de former des esprits capables de résister à la manipulation et au mensonge, serait plus qu'une lâcheté, ce serait une trahison. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, ce n'est pas la fragilité linguistique et culturelle qui définit la limitation des ambitions cognitives d'un élève. C'est au contraire la hauteur des ambitions cognitives qu'on leur offre qui incite ces élèves fragiles à se battre pour accéder à une langue plus précise et à une culture plus riche. En bref, l'éducation doit en finir avec les guérillas idéologiques qui pervertissent la transmission des savoirs et la formation des esprits. Il n'y a pas d'éducation de droite et d'éducation de gauche. Il y a ceux qui pensent que l'école est un lieu où l'on a pour tous les élèves les mêmes ambitions d'autonomie et d'élévation, et ceux qui préfèrent que tout reste pareil. Voilà ce que je voulais vous dire en ce début de colloque, aussi bien en matière d'excellence pédagogique. Je pense notamment à ce que nous disait l'an dernier Grégoire Borst en parlant de la résistance cognitive. Si on laisse passer, si on ne prend pas à bras-le-corps cette question de résistance cognitive, cette capacité à
lutter contre l'évidence, à aller plus loin que l'évidence, à ne pas se laisser aller à sa première impulsion, alors effectivement, nous aurons des élèves qui auront les pires difficultés à être des citoyens autonomes et qui sauront lutter, qui sauront dire non quand il faut dire non. Parce que, mes chers amis, c'est cela qui est en jeu aujourd'hui. Lorsqu'on accepte que le sort de certains de nos élèves soit scellé dès 6 ans, alors on accepte aussi que ces élèves deviennent des citoyens à la fois vulnérables et violents. Vulnérables parce qu'ils n'auront pas la force intellectuelle et linguistique de résister, de repousser les propositions indécentes, violents parce qu'ils n'auront pas les mots pour préférer l'explication aux coups et aux armes. Beaucoup de nos élèves passent à l'acte tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas supporter de ne laisser d'eux-mêmes aucune trace en ce monde. Ils meurtrissent, ils insultent, tout simplement pour se sentir vivants, pour sentir qu'ils existent. Apprendre à travers la langue, à travers cette capacité de la langue de voir le monde et d'agir sur le monde et sur les autres de façon pacifique, telle est la mission essentielle de l'école. Malheureusement, c'est une mission qui, aujourd'hui, a tendance à être un peu oubliée. Nous avons bien sûr aussi et évidemment la question qui se pose et qui est la question de la compréhension. La compréhension, nous devons la mettre au cœur même de l'apprentissage des disciplines et des savoirs fondamentaux. Si l'on ne comprend pas qu'il faut dépasser, pas négliger, il faut dépasser la simple capacité de déchiffrage pour se poser la question de l'interprétation, du questionnement des textes qui sont proposés, alors effectivement, nous formerons des perroquets serviles et non pas des élèves et des citoyens responsables. Vaste programme. Vaste programme, mais nous sommes tous ici, et je le dis parce que j'ai une confiance totale dans ceux qui ont choisi ce beau métier, nous sommes tous ici persuadés que l'excellence pédagogique est capable de renverser la table. L'excellence pédagogique est capable de forcer le destin des enfants fragiles. C'est elle qui permet de ne pas se résigner à ce que l'école soit simplement un instrument de reproduction sociale. Ne l'oublions pas. Si beaucoup de nos étudiants ont tant de mal à choisir aujourd'hui ce magnifique métier, le plus beau métier du monde, dit-on, ça n'est pas seulement parce qu'ils seront peu payés ou mal payés, c'est aussi parce que beaucoup d'entre eux ont l'impression qu'ils ne serviront à rien, que tout est joué, que finalement les enfants mal nés resteront des élèves fragiles et des citoyens manipulables. C'est cette idée que on se résigne qui fait, à mon sens, que beaucoup de nos étudiants ne sont pas enthousiasmés à l'idée d'entrer dans une classe. C'est ce que nous devons remettre en place. Cette idée que
L'école qui se dit républicaine est une école qui n'accepte pas la programmation de l'échec, qui n'accepte pas que les différences sociales se traduisent en différences et en inégalités cognitives. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais passer la parole à Éric Charbonnier, qui va nous éclairer sans aucun doute sur la réalité de ce que sont les inégalités en matière scolaire. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours difficile d'enchaîner après Alain. J'ai l'impression d'un slogan des années 80, le poids des mots, le choc des photos et des diapos, ça va être moi, les diapos. Je laisse les mots à Alain car il a dit des choses très très fortes. J'aimerais vous présenter la situation de la France et commencer tout d'abord, quand mes diapos apparaîtront, sur la situation de la France. Avant même d'arriver sur le sujet des inégalités, c'est se poser la question comment on se situe par rapport aux autres pays. Et j'aime le rappeler souvent dans mes interventions, le système d'éducation français, quand on le mesure à l'âge de 15 ans dans nos études PISA, est dans la moyenne des pays de l'OCDE. C'est pas ce que vous pouvez lire et entendre, c'est pas aussi catastrophique que l'image qu'on pourrait avoir, c'est pas aussi non plus glorieux que l'impression qu'on peut avoir de notre système éducatif qui est un des meilleurs du monde ou qu'on avait avant ces études internationales. Donc la France a un système d'éducation moyen, c'est le premier constat. C'est un peu plus inquiétant quand on regarde à l'école primaire et puis finalement le slogan ça serait peut mieux faire. Ce deuxième constat, plus alarmant et qui est un constat mondial, il y a une chute de performance assez régulière tous les 3 ans. L'étude PISA a lieu tous les 3 ans et on voit une chute de performance qui a été particulièrement forte entre 2018 et 2022 en mathématiques en France, une chute de 21 points. Pour vous donner un ordre d'idée, 20 points, ça représente à peu près une année de scolarité. Donc nos élèves ont perdu une année de scolarité. Le Covid est une explication, mais pas que. Et dans ce constat international, on a pu voir qu'il y a eu un décrochage scolaire très fort dans beaucoup de pays européens. On a une chute aussi en compréhension de l'écrit et un petit peu plus légère en sciences. Donc c'est malgré tout inquiétant ce constat que le niveau d'éducation, en général en France et aussi dans beaucoup de pays du monde, est à la baisse, qui pose des questions aujourd'hui sur la valeur des diplômes. Troisième constat qui me semble intéressant, on a toujours une proportion très élevée d'élèves en difficulté en France, mais on a une élite de plus en plus faible. C'est-à-dire qu'on a un système d'éducation qui n'arrive plus. Par le passé, il y avait 40% d'élèves en difficulté, 12 à 13% d'élèves excellents. On n'est plus dans cette situation aujourd'hui. On a un système qui est moyen, avec un tiers des élèves en difficulté au niveau de la moyenne des pays de l'OCDE. Et on se regarde sur les mathématiques, on a 7% d'élèves qui sont très performants. C'est moins que la moyenne des pays de l'OCDE et c'est la première fois à l'OCDE qu'on fait ce constat en 2022. Donc on a des performances en chute, mais on a aussi toujours de l'échec scolaire et de moins en moins d'élèves très performants, ce qui est problématique aujourd'hui. Quatrième constat, et qui est un peu paradoxal, on a fait beaucoup de progrès sur le décrochage scolaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de jeunes qui sortent sans qualification en France, comme dans beaucoup de pays du monde, sur le marché du travail. En France, on voit qu'on n'a que 11% de jeunes de 25 à 34 ans qui sont sortis du système d'éducation sans diplôme, sans baccalauréat, sans CAP ou équivalent. Chaque année, il y a une baisse vraiment très importante. On est passé de 150 000 décrocheurs à moins de 100 000. C'est donc un progrès. Mais d'un autre côté, c'est très contre-intuitif avec ce que je vous ai dit avant. Le niveau des élèves baisse, mais le niveau d'éducation s'améliore. Donc ça pose tout un ensemble de questions sur la valeur du diplôme et sur aussi si on produit, si on permet vraiment aux jeunes d'être opérationnels une fois qu'ils entreront sur le marché du travail. Une fois qu'on a dit ça,
Sur les inégalités, malheureusement, je ne peux que souscrire aux mots d'Alain liminaire et en début de ce forum. Les inégalités sociales, elles demeurent tenaces et elles impactent tous les niveaux du système éducatif. Je travaille sur les études PISA depuis 25 ans. Malheureusement, il y a 25 ans, j'avais déjà ce message-là. Il y a beaucoup trop d'inégalités sociales en France et on pourrait faire mieux sur cette dimension. Quelques chiffres, c'est l'étude PISA. En gros, plus on est sur le haut, plus on est performant, plus on est sur la droite, plus on est équitable. Si vous prenez des pays dans le cadran en haut à droite, l'Estonie, le Japon, la Corée, le Danemark, des pays avec des systèmes éducatifs très différents, ce sont des pays qui arrivent à associer bonne performance éducative et égalité des chances. On voit la position de la France au niveau de la moyenne, c'est-à-dire performance moyenne, ce que je vous ai indiqué, et sur la gauche, la France, avec la Belgique, la République tchèque, la Hongrie, la République slovaque, fait partie des pays les plus inégalitaires. C'est-à-dire quand on vient d'un niveau défavorisé, on a moins de chances de réussir dans le système éducatif français que dans la plupart des autres pays. Et ça, c'est un véritable signal d'alarme. Et on peut dire qu'à l'OCDE, ça fait une quinzaine d'années qu'on tire la sonnette tous les 3 ans en disant « Attention, certes, les inégalités ne s'aggravent plus depuis 10 ans, mais elles sont à un niveau bien trop élevé. » En termes de chiffres, si on regarde la performance obtenue dans PISA des élèves les plus défavorisés, les 25% des plus défavorisés qu'on compare avec les 25% des plus favorisés, il y a un écart de 113 points. Quand je vous ai dit en début de ma présentation que 20 points, ça représente une année de scolarité, ça veut dire que les élèves qui sont au lycée, ceux qui sont défavorisés ont un niveau d'élèves qui entrent au collège. Il y a vraiment 4 ou 5 années d'études d'écart, ce qui est beaucoup trop. Toujours sur ces inégalités, il faut savoir qu'elles commencent dès le plus jeune âge. Et j'ai pris cette diapositive même avant l'entrée en école maternelle. Il faut savoir que dans la plupart des pays de l'OCDE, vous avez des crèches et des équivalents avec déjà des personnels qualifiés et des objectifs pédagogiques. Ce qu'on voit en France, c'est que c'est le grand écart. Quand on regarde les familles les plus pauvres, vous avez 33% des enfants des familles les plus pauvres qui sont scolarisés dans les structures d'accueil de la petite enfance entre 0 et 2 ans. Quand on prend les familles les plus riches, la proportion monte à 85%. Donc quand on parle d'inégalité qui commence dès le plus jeune âge, ça commence même avant l'entrée à l'école maternelle et c'est une des diapositives les plus frappantes à mon sens. Elles continuent tout au long de la scolarité, elles ont des conséquences dans le choix des études. On peut voir qu'il y a une surreprésentation des élèves défavorisés dans les filières professionnelles. On verrait aussi une surreprésentation des élèves favorisés dans les écoles privées. Aujourd'hui, ces inégalités, non seulement on a des difficultés à les enrayer dans le système éducatif, mais elles ont tout un ensemble de conséquences sur la scolarité et le choix des études qu'on peut avoir. Dans la réussite des études aussi, si on regarde la réussite des élèves qui sont scolarisés dans l'enseignement supérieur en fonction du niveau d'éducation des parents, si les parents n'ont pas de diplôme et que les enfants ont réussi à aller dans l'enseignement supérieur, le taux de réussite est de 57%. Si les parents ont un diplôme de l'enseignement supérieur, le taux de réussite augmente et monte à 75%. On voit bien que ces inégalités, elles ont un impact dans le choix des études, dans la réussite des études et dans les opportunités d'insertion professionnelle plus tard. Il faut se dire aussi qu'un des objectifs de l'école, et Alain en a parlé, c'est de construire les citoyens de demain. Et on a pu voir, par exemple, dans l'étude PISA, que les élèves de 15 ans ici des familles favorisées sont plus susceptibles d'être sensibilisés aux questions climatiques, aux enjeux mondiaux, plus ouverts sur le monde. Donc aujourd'hui, on peut se dire, en ayant raté la réduction de cette fracture sociale et scolaire dans notre système éducatif, on est aussi en échec sur la construction du citoyen de demain et on est dans une société de plus en plus éclatée sur laquelle il conviendrait d'agir. Les inégalités ne se limitent pas au statut socio-économique des élèves, elles concernent également les différences liées au genre. Et si vous avez écouté aujourd'hui les résultats de l'étude Teams de CM1, on s'est rendu compte que les filles ont beaucoup plus de difficultés que les garçons en maths. C'était déjà vrai avant, mais que l'écart augmente. L'étude PISA vous montre également qu'il y a une grande fracture entre filles et garçons. Les filles sont meilleures en compréhension de l'écrit. En France, c'est au niveau de la moyenne des pays de l'OCDE.
En Finlande, en Norvège, en Suède, souvent on a l'impression que c'est les meilleurs systèmes éducatifs du monde, mais il y a une vraie fracture en fonction du genre. Il y a un écart très fort en faveur des filles en compréhension de l'écrit qui inquiète aujourd'hui sur l'intérêt des garçons dans le système éducatif. Et les filles, même si elles se rapprochent des garçons, elles sont moins fortes en mathématiques, ce qui impacte aussi le choix des études. Si vous regardez l'accès aux études supérieures, en France, ou comme dans beaucoup de pays, sur tous ceux qui rentrent dans l'enseignement supérieur, il y a seulement 16% des femmes qui choisissent une filière scientifique. Si on regarde la même statistique chez les hommes, vous avez un taux de 41%. Donc on comprend que là aussi, agir sur les inégalités sociales sont le premier levier, mais il faut aussi agir sur les inégalités de genre. Une fois que j'ai dit ça, j'ai dressé le constat, c'est pas nouveau, ça fait des années et des années qu'on peut le dire, mais il ne faut pas sombrer dans le fatalisme. Il faut se dire que ces inégalités ne sont pas une fatalité. Je vais essayer de vous donner des actions concrètes, inspirées des bonnes pratiques internationales qui pourraient vraiment aider le système éducatif à se redresser. Tout d'abord, il faut cibler les besoins là où c'est nécessaire, sur les premiers niveaux d'éducation, les zones défavorisées et bien sûr dans les enseignants. Si on regarde sur les premiers niveaux d'éducation, notre investissement, on dit toujours la France dépense dans son système éducatif. C'est vrai, on dépense plus que la moyenne des pays de l'OCDE, mais on dépense de façon très déséquilibrée. Si vous regardez la dépense dans les écoles maternelles, la dépense par élève est 6% inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE. Pour l'école élémentaire, 11% inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE. Au niveau du lycée, 29% supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE. C'est le grand écart. Et là, quand on sait que ces inégalités commencent dès le plus jeune âge, on peut se dire qu'on a raté l'investissement, qu'il faut vraiment rééquilibrer et continuer les politiques éducatives qui ont été lancées depuis 2012, d'essayer d'investir dans ces premiers niveaux d'éducation, car c'est là que finalement le train qu'on a un peu raté dans les années 70-80. Les inégalités donc commencent dès le plus jeune âge, il faut investir davantage et puis il faut se dire qu'on a aussi des opportunités. Il y a un recul démographique qui va être observé dans la prochaine décennie dans tous les pays de l'OCDE. En France, on aura 10% de moins d'élèves de 5 à 14 ans qui seront scolarisés dans le système éducatif. En Corée, vous voyez, c'est 37% de moins. Donc c'est vraiment ce recul démographique, c'est une opportunité. Certains gouvernements vont peut-être décider de baisser les budgets d'éducation, mais je pense que la question à se poser, c'est comment on pourrait faire mieux avec 10% de budget en plus à allouer à chaque élève. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra suivre dans les prochaines années en fonction des mesures qui seront prises. La fracture territoriale, on n'en parle pas assez. Les inégalités, elles sont différentes d'une région à l'autre. Comme les problèmes de pénurie d'enseignants n'existent pas aujourd'hui dans tous les territoires, dans toutes les académies. Il y a une vraie fracture entre les zones rurales et urbaines et vous voyez que sur cette cartographie, vous avez dans certaines régions, si vous allez dans le Cantal, dans la Creuse, dans la Lozère, les écoles sont toutes petites et l'enjeu, c'est vraiment d'éviter la fermeture des écoles. Alors que, comme vous êtes beaucoup dans l'Académie de Paris ou l'Académie de Versailles aujourd'hui présents dans la salle, l'enjeu c'est essayer de trouver des structures, de trouver des enseignants, d'ouvrir des classes. Donc il faut avoir à chaque fois cette notion territoriale dans notre réflexion sur l'école. Relever le défi de la crise de vocation dans le métier d'enseignant, il faut valoriser la profession en améliorant les conditions de travail, le salaire aussi. Aujourd'hui, il y a une pénurie d'enseignants qui est très marquée. Un des chiffres les plus forts qu'on a pu publier dans l'étude PISA, on a demandé aux chefs d'établissement si dans leur école il y avait une pénurie d'enseignants. Et ce qu'on a pu voir, en 2018, il y avait 17% des élèves qui étaient scolarisés dans des écoles où le chef d'établissement estimait qu'il y avait un manque d'enseignants qui entravaient la qualité des apprentissages. En 2022, le chiffre est passé à 67%. Une augmentation de 50 points de pourcentage, c'est pour ça que la France est tout à droite sur ce graphique. Donc la pénurie, le problème d'attractivité, c'est une vraie réalité. Et le salaire, bien sûr, est un enjeu. Un enseignant débutant, même s'il y a eu des améliorations, est à peu près proche de la moyenne des pays de l'OCDE. Un enseignant en milieu de carrière gagne autour de 20% de moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc il faut rendre les carrières
les plus attractives possibles. Il faut améliorer le climat de discipline. Plus on est sur la droite sur ce graphique, plus le climat de discipline est dégradé dans les établissements. Donc on voit qu'on a des difficultés de discipline en France. Un chiffre pour vous illustrer ça, dans PISA, il y avait plus de 50%, un élève sur 2 de 15 ans qui déclarait qu'il y a du bruit et de l'agitation quasiment à tous les cours qu'il pouvait suivre. Donc c'est vraiment des chiffres alarmants sur lesquels il convient d'agir. Il faut mieux former nos enseignants et puis il faut améliorer le climat scolaire. Vous avez, en termes de harcèlement scolaire, vous avez 22% des élèves de 15 ans qui ont subi une forme de harcèlement à l'âge de 15 ans, au cours des 12 derniers mois avant le test PISA. Ça peut être à la fois juste des moqueries ou ça peut être des menaces ou des choses un peu plus violentes. Et là aussi, on a une fracture territoriale. 24% des filles contre 20% des garçons, 33% des élèves ont subi une forme de violence dans les zones rurales contre 19% dans les grandes villes, 26% des élèves défavorisés contre 18% des élèves favorisés. Donc il y a vraiment cet enjeu d'améliorer le climat scolaire et particulièrement dans les écoles les plus défavorisées. La formation des enseignants, il faut la renforcer. Nos enseignants le déclarent, aussi bien dans leur formation initiale, elle n'est pas suffisamment focalisée sur le volet pédagogique du métier. Seulement un enseignant sur 2 estime qu'il est bien préparé sur le volet pédagogique à la fin de sa formation initiale. Il y a des difficultés sur la maîtrise des outils numériques, sur le travail dans des environnements multiculturels. Il y a tout un ensemble d'enjeux qu'on retrouve aussi dans les besoins de formation continue. La barre orange, c'est l'enseignement primaire, la barre bleue, c'est le collège. On voit que nos enseignants ont beaucoup de difficultés à travailler avec des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, à maîtriser les outils numériques, à avoir des approches pédagogiques individualisées. C'est tout ça qu'on doit les équiper au mieux pour pouvoir être opérationnel et faire face justement aux difficultés qu'on peut avoir dans notre école avec des groupes et des classes de plus en plus hétérogènes. Un point que je voulais souligner malgré tout, c'est qu'il y a des progrès dans notre système d'éducation et notamment sur la maîtrise des outils numériques. Je vous ai encadré les deux premiers sujets qui sont sur ma diapositive. Vous avez aujourd'hui 70% des enseignants, selon les chefs d'établissement, qui ont les compétences suffisantes pédagogiques pour intégrer les appareils numériques dans leur enseignement. C'est beaucoup mieux qu'en 2018 où ils étaient 56%, mais ils sont beaucoup plus nombreux à dire qu'ils n'ont pas le temps. Voilà, aujourd'hui, c'est ça aussi l'enjeu, c'est fournir aux enseignants la formation continue dont ils ont besoin, mais aussi leur offrir le temps nécessaire, bien positionné dans l'année scolaire pour qu'ils puissent appliquer et être avec un esprit frais au moment de suivre ces formations continues. Accorder davantage d'autonomie aux établissements et à leurs acteurs, un enjeu important. On parle beaucoup d'autonomie, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est dans notre langage en France. Quand on parle souvent d'évaluation, on ne sait pas vraiment ce qu'on évalue, mais l'autonomie telle qu'on la mesure nous dans PISA, c'est qu'on demande aux chefs d'établissement qui a la responsabilité de différentes tâches. Est-ce que c'est le chef d'établissement, les enseignants et les équipes de direction, les conseils d'administration ou les autorités nationales, régionales et locales? Et on a tout un ensemble de tâches, notamment sur les ressources humaines, gérer les enseignants, gérer leurs salaires, les ressources budgétaires, les programmes scolaires, les évaluations, la discipline, décider de l'admission. On a posé tout un ensemble de questions aux chefs d'établissement. On a pu voir si les pays où il y avait une plus forte autonomie avaient de meilleures performances éducatives ou non. Il faut savoir qu'en France, en général, le chef d'établissement a des prérogatives assez limitées et qu'on est dans un pays très centralisé par rapport à la plupart des pays de l'OCDE. Donc quand on regarde sur cette diapositive, plus les chefs d'établissement ont de la responsabilité sur les ressources, les programmes scolaires, la discipline, sur tous les points que je vous ai mentionnés, meilleures sont les performances obtenues par les élèves. On voit sur les enseignants aussi un effet positif. Quand ils sont responsables sur la discipline, sur les programmes scolaires, il y a des éléments plus positifs. Quand c'est le conseil d'administration, on voit que la performance a plutôt tendance à aller à la baisse, donc ça n'apporte pas grand-chose.
Et quand on a des autorités locales, on a quelques effets positifs, mais quand tout est centralisé, on voit que l'effet sur la performance obtenue est négatif. Ça veut dire qu'il faut vraiment responsabiliser les établissements et pour justement qu'on puisse avoir des mesures de la pédagogie innovante qui se mettent en place. Améliorer la prise en charge de la difficulté scolaire, c'est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point et que je trouve est finalement un des plus grands problèmes du système éducatif en France. On parle toujours de quantité d'éducation, mais on ne parle pas assez de qualité d'éducation. Regardez les chiffres du redoublement. Les recherches internationales vous disent qu'en général, le redoublement est inefficace pour gérer la difficulté scolaire. On peut se dire, la France, c'est super. En 2003, on avait 40% des élèves de 15 ans qui avaient redoublé au moins une fois. En 2022, on est descendu presque à 10 à 15%. Mais pourtant, notre système d'éducation ne s'est pas amélioré, mais c'est parce qu'on n'a pas mis d'alternative au redoublement. Si on veut prendre des mesures quantitatives en place, il faut absolument les associer avec de la qualité d'éducation pour que ça puisse permettre l'amélioration des performances. Autre exemple, en France, on vous dit on a des difficultés en mathématiques, en compréhension de l'écrit, on va rajouter des heures, ça va régler le problème. Regardez le temps scolaire dans les écoles élémentaires. En France, on passe 60% du temps scolaire dans les écoles élémentaires à faire de la compréhension de l'écrit et des mathématiques, à travailler sur les fondamentaux. Nos élèves ont aussi plus d'heures que la moyenne des pays de l'OCDE. Et pourtant, les performances ne sont pas excellentes. Donc ça prouve bien que c'est la qualité d'éducation qui va faire la différence. Et quand on regarde justement sur ces questions, si les élèves ont l'impression d'être soutenus par leurs enseignants, plus on est sur la gauche, plus les élèves se sentent soutenus par leurs enseignants, plus on est sur la droite, plus les élèves se sentent seuls face à leurs difficultés. On voit bien qu'il y a un problème à ce niveau-là, en termes de statistiques, où en France, il y a peu de soutien quand un élève a des difficultés, non pas parce que l'enseignant ne veut pas aider les élèves, mais aussi parce qu'on a des programmes scolaires chargés, on a tout un ensemble de tâches qui empêchent d'individualiser cet enseignement. On peut voir en chiffres, par exemple, il y avait simplement 52% des élèves en France qui déclaraient, les élèves de 15 ans, que le professeur s'intéressait au progrès de chaque élève. La moyenne des pays de l'OCDE est 63%, je vous ai pris le Japon, c'est 74%. Donc on a vraiment des leviers d'amélioration. Et le dernier point pour conclure ma présentation, et je crois que c'est le point le plus important, on est les champions du monde du nombre de réformes éducatives depuis 2012. On lit les lois sur l'éducation, quand on les lit à l'OCDE, on a l'impression vraiment qu'elles vont complètement dans le sens de ce qu'il faut faire. On investit dans les premiers niveaux d'éducation. Tout ce que j'ai pu vous dire, on a l'impression que les lois veulent corriger ces problèmes. Mais la mise en œuvre, elle est défaillante. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Il faut déjà mobiliser l'ensemble des acteurs dans la lutte contre les inégalités sociales. Ne pas se limiter à l'éducation. Bien sûr, l'éducation a un rôle fondamental, mais il faut mobiliser tous les acteurs sociaux dans les villes, les parents, pour construire une politique d'éducation efficace. C'est la réussite du Portugal au début des années 2000, par exemple. Un point important, l'implication des parents a diminué. C'est un des résultats, un des effets négatifs de la crise du Covid. On peut voir qu'il y a une baisse de l'implication parentale entre 2018 et 2022, selon les chefs d'établissement. C'est quelque chose qui veut dire aujourd'hui il faut recréer ce lien entre les enseignants et les familles, entre l'école et les familles. Il faut impliquer les partenaires sociaux. Deuxième point, il faut mieux utiliser la recherche en éducation pour guider les réformes et leurs évolutions. Je vous ai fait une petite diaporama où on voit toutes les études qui existent. Au niveau national, la France est très bien positionnée avec sa recherche en éducation. Elle a un service statistique performant. Il y a à la fois des enquêtes nationales exhaustives au CP, CE1, 6e, on a 4e, seconde, on a des enquêtes plus ciblées, il y a des études internationales. Il y a un ensemble de chiffres qui doit nous permettre d'aller dans les détails, d'essayer de comprendre, par exemple, quand on met en place une politique de dédoublement des classes, il y a des résultats,
Mais il faut aller plus loin, il faut regarder les résultats dans chaque école et essayer de comprendre quelles sont les écoles qui s'en sont sorties le mieux, quelle est la pédagogie qu'elles ont appliquée, qu'est-ce qui s'est passé dans ces écoles et le faire connaître aux autres. C'est ça l'enjeu. Et le dernier point, il faut créer un consensus autour des réformes. Quand on a sorti l'étude PISA, on a invité la ministre estonienne, parce que l'Estonie s'en sort très bien dans son système éducatif, un petit pays de 2 millions, et elle nous expliquait le rôle du ministre, c'est de fixer des objectifs, et après, les acteurs de terrain décident comment atteindre les objectifs, et nous, on vérifie juste où on se situe sur le chemin, mais on ne se mêle pas du reste. En France, on fait des réformes, on détricote les réformes. Les rythmes scolaires, on a changé 4 fois. Le temps scolaire, on rajoute des heures de maths, on les supprime. Les groupes de niveau se transforment en groupes de besoins. On ne sait pas si ça se met en place dans tous les collèges. Il faut vraiment aujourd'hui créer du consensus pour que les acteurs s'approprient les réformes et puis pour recréer vraiment ce climat de confiance. C'est ça qu'a besoin notre école aujourd'hui, au fond, c'est d'un climat de confiance entre ses futurs ou ses ministres de l'éducation et ses acteurs de terrain. C'est seulement comme ça qu'on pourra réussir à enrayer finalement la propagation des inégalités sociales. Merci beaucoup. Bien, merci Eric, tu nous as éclairé, vraiment. Et il y a certaines diapos qui m'ont saisi, je dois le dire. D'autres, je m'y attendais un peu, mais certaines quand même sont violentes, si j'ose dire. Nous allons écouter maintenant Boris Cyrulnik. Je suis très heureux que tu sois là, Boris, vraiment très heureux, et je pense que tout le monde apprécie que tu sois avec nous aujourd'hui. Ah, il faut mieux le dire avant qu'après. Attends. Merci, ravi d'être avec vous dans ce bel endroit, un peu discret peut-être, mais enfin, tant pis. Alors, Alain m'a demandé de parler d'école et de cerveau. Alors, méfions-nous des métaphores, parce que il n'y a pas longtemps encore, quand un enfant se développait bien, on disait que c'était une bonne graine, et quand il se développait mal, on disait que c'est une mauvaise graine. Et ces métaphores végétales sont dangereuses parce qu'elles sont racistes. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait avec une mauvaise graine? Eh bien, on l'arrache. Et ceux qui vivent dans le Midi iront voir à Porquerolles le bagne pour enfants, où il y avait une majorité de petits garçons avec des sauts du loup de 10 mètres. Personne ne leur parlait. Les éducateurs étaient d'une grande violence. Et quand ils vivaient dans ces bagnes pour enfants, ils en sortaient bien sûr très améliorés. Alors, la formation du cerveau commence dans l'utérus. C'est-à-dire que déjà, on sait que les émotions maternelles, lorsque la mère est sécurisée, le bébé a autour de lui tout ce dont il a besoin pour se développer. Mais si la mère est stressée, les substances du stress finissent par franchir la barrière du placenta et le bébé déglutit du liquide amniotique, sauf que ce liquide amniotique est bourré de cortisol, de catécholamine, substances toxiques pour son cerveau. Si j'arrête mon raisonnement à ce niveau-là, vous allez être désespéré. Donc je vais vite rajouter que la synaptisation, c'est-à-dire la jonction des neurones entre eux, est tellement faramineuse. Alors les chiffres varient de 300 000 synapses à la minute à 1 million de synapses à la minute. Je pense que ça n'a pas été calculé avec un papier et un crayon. Donc je ne discuterai pas les chiffres, mais ça veut dire que, et ça je crois qu'on s'est admis, la synaptisation est faramineuse, c'est très beaucoup. Si la synaptisation est tellement intense que ces altérations cognitives qu'on constate à la naissance, si on s'occupe de la mère,
dans 2 nuits, le bébé recommence la reconstruction cérébrale. C'est-à-dire que la séparation n'est pas vraiment faite et que les émotions maternelles se transmettent encore à l'enfant, surtout après la naissance, probablement plus longtemps que ce qu'on croit. Alors voilà ici les 2 initiateurs de ce genre de raisonnement écosystémique que je vous propose. En haut, c'est Amy Werner et au-dessous, c'est Michael Rutter, avec qui j'ai eu le bonheur de travailler. Et c'est eux qui proposent ce nouveau raisonnement écosystémique. Et là, je suis désolé, mais je crois qu'il faut renoncer à Descartes. C'est-à-dire que Descartes nous a dit qu'une cause provoque un effet. C'est pas vrai. C'est une convergence de causes qui provoque un effet bénéfique ou maléfique, et parfois même une cause maléfique dans un contexte devient adaptative, et la même cause bénéfique dans un autre contexte devient désadaptative. Donc je reprendrai ça tout à l'heure. Mais lorsque les bébés arrivent au monde ayant été portés par une mère stressée, je souligne, c'est pas la mère qui transmet le stress, c'est le malheur de la mère. Je le répéterai pour qu'il n'y ait pas de contresens. Qu'est-ce qui peut provoquer le malheur de la mère? La guerre, la précarité sociale, comme on l'a vu tout à l'heure, on l'a entrevu dans votre exposé, la violence conjugale et surtout la solitude. Ça veut dire qu'on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. On n'est pas obligé de laisser une femme enceinte seule, on n'est pas obligé de laisser une jeune mère seule, or il y en a de plus en plus. C'est-à-dire que notre culture est en train de fabriquer des mamans solos, comme on dit, et ces mamans solos acquièrent, elles ne sont pas vulnérables, elles acquièrent une vulnérabilité parce qu'un cerveau non stimulé s'atrophie. Si on peut passer une série de slides, alors voilà, on va s'arrêter là-dessus parce que ça va préparer la diapo suivante. L'idée que je vous propose maintenant, c'est que comprendre et penser, c'est pas forcément la même chose. Vous avez en haut un champ